Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment trouver un bien rentable dans la ville de Perpignan. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un bien rentable? Un bien rentable pour un investisseur rentable, c'est un bien déjà dans lequel on emprunte la totalité du projet immobilier, c'est-à-dire le coût d'achat, les frais de notaire et les coûts des travaux. D'accord? Vous empruntez la totalité à la banque, vous avez donc une mensualité à rembourser tous les mois à la banque. Cette mensualité doit être payée par les loyers. C'est simple, mais ces loyers doivent aussi payer les charges d'exploitation du bien, c'est-à-dire les charges de copropriété, la taxe foncière, les éventuelles réparations, les éventuelles gestions par une agence, etc. Au final, tous les mois, il faut arriver au minimum à l'autofinancement, c'est-à-dire ne pas avoir à dépenser d'argent pour combler les trous et si possible, bien sûr, avoir des revenus supplémentaires de l'achat de ce bien immobilier. On appelle ça un cash flow positif. Donc pour Perpignan, on va se placer derrière mon écran et je vais réaliser en 6 étapes cette étude sur comment trouver un bien rentable à Perpignan. Donc la première étape, ce sera la prise d'informations sur la ville. Personnellement, c'est une ville que je ne connais pas du tout. Je connais juste de nom, mais si vous aussi vous êtes débutant, ça va être l'occasion de reprendre de zéro une étude. Après, ça sera l'estimation du loyer, les prix pratiqués à Perpignan en location. Après, on va sélectionner un bien actuellement à vendre pour la suite de notre étude. Puis quatrième étape, on va faire une estimation rapide du rendement, savoir en 2 minutes si oui ou non il faut aller plus loin dans nos calculs ou sinon il faut passer à un autre bien plus intéressant. Voilà. La cinquième étape, ça va être le calcul des montants, du montant du prêt et des mensualités à rembourser à la banque. Comme je l'ai dit, c'est très important d'être à l'autofinancement au minimum. Et la sixième étape, ça va être l'utilisation de mon calculateur simulateur pour faire jouer sur différents chiffres comme le loyer. On va pouvoir faire des estimations avec un loyer bas, un loyer moyen et un loyer haut par exemple. On va faire des simulations si on achète en dessous, enfin si on fait baisser le prix de 10, 15, 20 ou peut-être pas du tout si on fait baisser le prix d'achat. Hein. On va pouvoir faire jouer aussi sur les charges, etc. On va pouvoir voir vraiment plus en détail notre calcul. Allez, c'est parti tout de suite pour l'étape numéro 1 et la prise d'information de la ville de Perpignan. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est regarder sur Wikipédia le nombre d'habitants. Waouh! Vous voyez, Perpignan n'est pas une ville, j'ai envie de dire c'est connu, mais de là à avoir 120 000 habitants, hein, c'est vraiment énorme. 120 000 habitants à Perpignan et 320 000 dans la population aire urbaine, donc la métropole, si on peut dire. Donc, on va noter aussi tout de suite les informations recueillies. 120 000 habitants. Je vous conseille vraiment de lire la page Wikipédia, hein, ça prend peut-être 15 minutes, mais vous allez en apprendre vraiment beaucoup sur la ville. Déjà, on apprend que c'est la préfecture du département des Pyrénées-Orientales et que c'est la 4e ville la plus peuplée de la région Occitanie. D'accord ? Dernière ville française méditerranéenne importante avant de rejoindre l'Espagne. Il y a une forte identité catalane. D'accord, d'accord. Eh bien, on va regarder sur Maps où se trouve la ville de Perpignan. C'est aussi très utile de situer la ville. Effectivement, on est vraiment à la frontière de la Catalogne. On a Béziers, Narbonne et Montpellier qui sont les plus grosses villes aux alentours, avec Toulouse également. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des étudiants à
Perpignan. C'est très intéressant si on veut faire de la location pour des étudiants comme de la colocation ou si on veut louer tout simplement des studios et des T2. Hein. Alors les étudiants en plus sont très intéressants parce qu'ils ont des profils simples, c'est-à-dire qu'ils sont là pour 1, 2 ou 3 années et donc ils vont être des locataires plutôt faciles à gérer. Voilà, les week-ends ils vont rentrer chez leurs parents et surtout les loyers vont être payés par les parents qui seront garants. Donc au niveau des risques des impayés, ils sont extrêmement faibles. Alors, on a une université qui ressort pour Perpignan. Ce qu'on peut faire aussi, j'ai vu que c'était bien plus pratique et plus efficace, c'est taper directement le nombre d'étudiants Perpignan dans Google, tout simplement. Nombre d'étudiants, alors... Tiens, on a même une page Wikipédia sur l'université de Perpignan. Et donc, c'est une université pluridisciplinaire qui regroupe près de 9000 étudiants. Ça, c'était en 2016. Donc, 9000 étudiants, 9000 étudiants, c'est très bien. Hein, la ville est très peuplée, donc c'est un ratio qui me paraît très intéressant. Hein, quand même, 9000 étudiants, c'est un peu moins de 10% de la population qui est étudiante. Hein. C'est très bien. Alors, pour ceux qui seraient intéressés par de la location courte durée, on peut regarder les hôtels aussi. Lister les hôtels, ça permet de faire une étude et savoir s'il y a un marché locatif, enfin un marché pour de la location courte durée. Pourquoi? Eh bien, plus vous avez d'hôtels, plus ce sont des grands groupes, comme on peut le voir ici, Ibis, Novotel. Plus ce sont des grands groupes qui se sont installés, plus ils ont fait des études approfondies du marché, voilà, pour savoir s'il y avait une demande et un marché. Et là, on a la preuve qu'il y a sûrement un marché parce que on retrouve quand même un grand nombre d'hôtels et des grands noms comme hôtels. Hein. Vous voyez? Ouais, on a vraiment énormément d'hôtels. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On a une vingtaine d'hôtels facilement à Montpellier. Alors moi je pense qu'il y a aussi le fait que ça soit une station, je ne sais pas si on peut dire une station balnéaire, mais à côté de stations balnéaires en tout cas, comme Argelès-Gazole. Et qu'il y ait l'Espagne aussi à proximité, donc pour un voyage entre France et Espagne, une nuit à Perpignan, et ben, c'est sur la route en fait des vacances ou du retour des vacances. Donc je dirais plutôt un très bon point pour ceux qui voudraient faire de la location courte durée, location saisonnière. Au niveau des hôpitaux, qu'est-ce qu'il y a à Perpignan? Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les hôpitaux, vous allez avoir deux cibles pour vos locations. Ça va être le personnel soignant qui, lui, va chercher des locations à l'année, donc des locations plus classiques. Sachant aussi qu'il y a un roulement entre les effectifs, hein, il y a toujours des personnes qui vont faire leur stage pendant 6 mois, 1 an, etc. Et vous avez également la famille des patients qui sont hospitalisés. Donc la famille va accompagner en fait, le patient pendant ses soins, pendant 3, 4, 10 jours, et donc ils vont se loger à proximité de l'hôpital, voilà, pour l'accompagner. Et en fait, on l'oublie souvent, mais ça représente en général vraiment un gros marché, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent souvent dans des hôpitaux. Donc j'aime bien regarder les chiffres clés si possible, c'est-à-dire le nombre de personnes qui travaillent et le nombre de lits.
Voilà. Parfait, ils ont une page chiffre clé de l'hôpital. On voit qu'il y a 1200 lits, d'accord. Et 3000 personnes qui y travaillent. Hein. Vous voyez ici, 3000 personnes qui y travaillent. Waouh, c'est beaucoup. C'est pas vraiment des docteurs, mais c'est des personnels soignants, hein, vous avez compris. Ouais, ça c'est énorme, hein. Ça fait un bassin énorme pour le logement aux alentours. Donc, où se trouve... Le centre hospitalier se trouve quand même à l'écart du centre-ville. Donc ça peut être aussi intéressant de viser des quartiers à proximité qui sont moins réputés et moins chers que l'hypercentre-ville de Perpignan, j'imagine. On a aussi un aéroport de Perpignan que je ne connais pas du tout. Donc ça va rentrer dans la catégorie transport. Il faudrait se renseigner un petit peu sur les vols qui sont pratiqués dans cet aéroport. Moi j'aime bien regarder aussi les autoroutes. Et donc là on a vraiment l'autoroute pour aller en Catalogne, hein, pour aller à Barcelone. C'est la route vraiment la plus directe. Hein. Il n'y a pas photo. D'accord. Et au niveau de la gare, qu'est-ce qu'on a comme information au niveau de la gare? Gare de Perpignan. C'est surtout savoir s'il y a le TGV. D'accord, donc apparemment il y a le TGV. Il y a le TGV qui doit passer par Montpellier, Lyon et Paris, hein, j'imagine. Donc c'est un point positif à prendre en compte. Excellent, très bien. On va pouvoir passer à la deuxième étape et l'estimation du loyer pratiqué. On va devoir s'orienter vers un type de location et moi j'aimerais louer un T2. T2 parce qu'une ville peuplée comme ça, il y aura toujours des jeunes qui vont venir travailler. Il y aura toujours des personnes seules aussi qui vont travailler dans ces grandes villes. Il y aura des étudiants qui seront peut-être intéressés par ce T2. Donc, je prends la sécurité, j'ai envie de dire, et être sûr de louer un T2, c'est un investissement, je dirais, plutôt classique. Alors, on va regarder du coup les prix pratiqués pour la location de T2 à Perpignan. Donc, on peut passer par Le Bon Coin. Hein. Très pratique, Le Bon Coin, pour voir les annonces. Donc, mettre toutes les communes. Je vais mettre location. Et je vais trier par nombre de pièces T2. Alors, on a des grands T2, 64 mètres carrés, c'est très grand pour des T2. Ben, on va lister 4-5 annonces pour faire un prix moyen de location à Perpignan. Allez, pourquoi pas celui-ci. Non, le dernier m'a pas l'air de correspondre vraiment à T2. Alors voilà. 64 mètres carrés, 500 €. Ben, on va noter. Hein. Ici, on a un autre TD 69 mètres carrés, 500 €.
des grands espaces, hein, dis donc, pour ces T2, parce qu'un grand T2 déjà de 50 mètres carrés, c'est largement suffisant. C'est déjà un grand appartement. Donc là, on a un petit 30 mètres carrés, 450 €. Ouais. Pourtant, le prix n'est pas beaucoup moins élevé que d'autres T2. Après, j'ai vu qu'il était loué en meublé. Peut-être que les autres ne l'étaient pas. Par exemple, celui-ci n'est pas loué en meublé. Lisez aussi les annonces, hein, vous allez en apprendre énormément sur le quartier et la ville de Perpignan. On parle d'une zone d'activité, par exemple Techno Sud. Donc ça, il faudrait se renseigner. Il y a une zone cinéma, théâtre, archipel. Voilà, ça permet d'avoir une première idée de la ville. Alors bien sûr, il va falloir aller sur place, hein, aller à Perpignan visiter. Si vous voulez investir à Perpignan, il faut aller sur place. Hein. Prenez 1 ou 2 week-ends et baladez-vous, mais c'est très important. Ok, bah je vais noter 444 € pour 43 mètres carrés. À partir de ça, on va pouvoir donc tirer un prix moyen de location pour un T2. Et donc, on a des prix de 444 à 500 €. Donc, je propose de prendre la moyenne, donc 470 €. Voilà. Comme ça, on prend une estimation raisonnable, peut-être même inférieure à ce qu'on pourrait louer. Mais comme ça, dans nos calculs, on ne prend pas de risque parce que si vous faites une estimation d'un loyer trop haut et que vous n'arrivez pas à louer, tous vos calculs s'effondrent et vous vous retrouvez vraiment dans l'embarras, surtout si vous êtes ric-rac au niveau du cash flow. Ok, on va pouvoir passer à l'étape numéro 3 et la liste des biens à vendre à Perpignan. Alors, je vous ai dit qu'on allait s'orienter vers de la location de T2. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on allait transformer un grand appartement en 2 T2. Pourquoi ça? C'est pour maximiser la rentabilité d'un investissement immobilier. Voilà, en achetant un grand appartement, vous allez payer moins cher le prix au mètre carré, hein, ça paraît logique. Mais en le divisant en 2 T2, vous allez pouvoir le louer au prix de 2 T2. Et donc vous allez pouvoir augmenter le loyer au mètre carré, contrairement à le louer en tant que grand T4 ou grand T5. Hein. On aurait aussi pu faire de la colocation, de la location courte durée, acheter un immeuble carrément. C'est le même principe, on transforme le bien pour maximiser les mètres carrés en cash flow, en loyer. Donc, on peut passer sur un autre site que j'aime bien ici. Vous allez comprendre pourquoi j'aime bien ce site. On va mettre un budget 250 000 €. J'aime bien parce qu'on voit déjà bien la ville. Hein. Et en plus de ça, on voit vraiment les annonces où elles se trouvent. Alors c'est au quartier près, hein, il y a des erreurs des fois de quartier, mais on est toujours à proximité. Hein. Quand on voit un emplacement, c'est à proximité. On va trier par surface. Donc on veut des T2 d'au minimum 40 mètres carrés. Donc je vais mettre 80 mètres carrés et on peut aller jusqu'à 55 mètres carrés pour un T2, donc jusqu'à 110 mètres carrés. Je vais viser des appartements, c'est un petit peu plus simple. Et pourquoi? Pour tout ce qui est toiture, chauffage, c'est pris en compte dans l'immeuble. Ça simplifie un petit peu les calculs.
Voilà, j'ai retrié aussi pour un prix maximum de 150 000 euros. Hein. Je vois qu'il y a pas mal de prix, il y a beaucoup d'annonces. Ouais, il y a encore trop d'annonces, hein. J'ai encore 173 appartements. Je vais baisser à 100 000 euros pour voir. Alors, premier bien, celui-ci. Ah, ça c'est un viager. Donc, ça ne nous intéresse pas. Celui-ci peut-être. Donc, il nous dit que c'est à rénover. On voit effectivement rapidement sur les photos. Hein. D'accord, bon bah on va regarder un petit peu. On va noter hein, tout simplement 98 000 euros. 90 mètres carrés. Alors un autre bien, oula celui-ci vraiment pas cher. Donc encore un autre viager, ça ne nous intéresse pas. Celui-ci 81 000 euros. On voit que c'est dans une barre d'immeubles. Hein. À voir si le quartier est intéressant ou pas. Hein. Ça, c'est à voir sur place. Waouh, il y a énormément de photos. Ok, on peut noter celui-ci aussi. 81 000 euros. 90 mètres carrés. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Après, je vais m'orienter vers les appartements qui affichent déjà les prix les plus bas, hein, parce que dans l'immobilier, la bonne affaire se fait à l'achat. Il faut vraiment acheter le moins cher possible. Du coup, je m'oriente aussi vers les annonces les plus basses pour gagner du temps, tout simplement. D'accord. Alors, il y a des travaux, mais ça, c'est pas grave, hein, vu qu'on devait construire 2 T2 dans ces appartements. Mais il n'y a pas beaucoup de photos. Bon, je vais noter 71 000 euros pour 86 mètres carrés. Alors, est-ce qu'il y a d'autres biens ? Il y en a un même à 55 000 euros. On va aller voir ce que c'est. Baisse de prix. Appartement T4 au 3e et dernier étage d'un petit immeuble. Ah non, il est vraiment à ce prix-là. Hein. Alors, il faut tout refaire, je pense. Hein. 80 mètres carrés, ça nous ferait 2 appartements de 40 mètres carrés si on arrive à avoir un aménagement correct. Mais là, à ce prix-là, ah ouais, 55 000 euros, c'est quand même près de 15 000 euros de moins que beaucoup d'autres appartements. Je vois pas comment je pourrais ne pas faire de calcul avec ce bien-là, hein, tout simplement. Vous allez voir, on va donc... Ouais, je lis un petit peu. Il n'y a pas beaucoup d'informations, il y a 3 chambres, une terrasse et un balcon. Ok. Il n'a pas énormément de photos. Après, de toute façon, pour la division, eh ben, il va falloir visiter les biens, hein, parce que certains biens ne pourront pas être divisés, tout simplement. L'aménagement fera que ce n'est pas possible, on ne pourra pas créer 2 portes d'entrée différentes, etc. Il faut aussi regarder le règlement de copropriété, très important pour savoir si, oui ou non, on peut faire ce genre de travaux. Mais nous, on fait des estimations et des simulations pour nous préparer le jour où un bien réunira toutes les caractéristiques que l'on souhaite. Donc, on va continuer notre étude et on va passer à l'étape numéro 4 et l'estimation rapide du rendement. Donc, on aurait un bien à 55 000 euros avec des frais de notaire d'environ 10% pour une petite somme. Donc, je vous explique, plus la somme le prix d'achat est élevé, moins en pourcentage les frais de notaire vous coûteront cher. Donc, on pourrait dire que ça
atteindrait peut-être les 7%. Mais si la somme est petite, comme là, 55 000 euros, on sera plus autour des 10% de frais de notaire, donc 5 000 euros. Le coût des travaux, donc là, ça va être la partie très importante pour ce projet. Vous avez compris qu'on allait faire beaucoup de travaux, donc il va falloir aller voir au moins 2 artisans pour avoir 2 devis différents pour l'ensemble des travaux. D'accord ? Moi, je donne 300 euros du mètre carré en estimation pour des travaux légers et 500 euros du mètre carré pour des travaux plus lourds comme une salle de bain, une cuisine. Ok, donc là, il va falloir refaire 2 salles de bain et 2 cuisines parce qu'on a 2 T2. Donc 4 000 euros par cuisine et par salle de bain, ça nous fait déjà 16 000 euros à dépenser. Après, on va avoir des travaux de division et démolition de murs, reconstruction de murs en tout genre. Passage de tuyaux aussi pour l'eau, peut-être pour l'électricité aussi. Donc on était à 16 000 euros. Je pense qu'il faut encore compter 16 000 euros pour finaliser les travaux dans l'ensemble de l'appartement. Donc je pense que pour 32 000 euros, ça sera le minimum qu'il faut compter pour faire ces travaux. Ce qui nous donnerait un coût total d'achat de 60 plus 32, 92 000 euros. Et un prix de loyer, alors, combien on pouvait louer notre T2 ? 470 euros par T2. Donc, 470 x 2, ça nous donne du 940 euros au total. Donc la règle des 1%, c'est quoi? C'est savoir si 1%, si un mois de loyer correspond à 1% du coût total de l'opération immobilière. Donc ici, on a 940 euros pour un mois de loyer et on aurait 92 000 euros pour l'ensemble de l'opération. Donc on respecte complètement la règle des 1%, on est un petit peu au-dessus. On pourrait avoir un projet au total qui nous coûterait 94 000 euros pour respecter strictement la règle des 1%. Alors déjà, cette règle des 1%, c'est une estimation, c'est un calcul simple pour voir si le projet s'annonce bien ou s'annonce moins bien. Mais là, quand on respecte la règle des 1%, c'est très rare. Ça, c'est aussi parce qu'on a dû transformer le bien, c'est clair et net. Sinon, on ne serait jamais parvenu à cette règle des 1%. Vous pouvez refaire le calcul chez vous en louant ce grand appartement au prix d'un T4. Je suis sûr que vous n'arrivez pas à la règle des 1% si vous prenez tout en compte. Parce que vous aurez quand même des travaux à faire. Là, l'avantage, c'est qu'on bénéficie d'un bien en promotion, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des travaux à faire, mais nous, ça ne nous dérange pas vu qu'on devait en faire de toute façon pour faire la division. Ok, on va passer à l'étape numéro 5 et le calcul du crédit. Donc, on a un projet total de 92 000 euros, un loyer estimé de 940 euros brut par contre. Par contre, il va falloir faire une réduction de 30% sur ces revenus bruts. Premièrement, parce que c'est ce que va faire la banque. Quand vous allez aller voir la banque pour vous faire financer la totalité de votre projet, ils vont enlever automatiquement 30% de vos revenus parce qu'ils savent que vous allez avoir de la vacance locative, des charges à payer, la taxe foncière, l'assurance, et je ne parle même pas des impôts sur vos revenus immobiliers. Donc nous aussi, on va appliquer ce même barème pour savoir à quoi se préparer en face de la banque. Donc on va enlever pratiquement 300 euros du coup, et on peut dire qu'on arrive à peu près 650 euros net estimés. Donc on va regarder combien ça nous coûterait un crédit de 92 000 euros. Alors,
Tout d'abord, la durée d'emprunt. Moi, je vous conseille vraiment la durée la plus longue pour avoir des mensualités plus petites et pour être plus facilement à l'autofinancement et obtenir plus facilement un cash flow positif. Vous voyez, tout de suite, les mensualités baissent de manière importante. C'est une des clés, c'est la durée du financement. Alors évidemment, le coût du crédit total sera plus élevé, mais ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas vous qui allez le payer, ce sont les locataires. Et ça, c'est très important pour s'enrichir, c'est d'utiliser l'argent des autres. On utilise l'argent de la banque pour acheter notre appartement et on utilise l'argent des locataires pour rembourser notre emprunt. Au niveau du taux d'intérêt, là, ils ont été un petit peu optimistes, meilleur taux. Nous, si on emprunte la totalité, il va falloir faire des efforts auprès de la banque. Et donc, on peut espérer un taux à 1,8. C'est ce que j'ai obtenu, moi, dans mes investissements. Et pour le taux d'assurance, par contre, on peut le réduire à 0,1%. Moi, j'ai eu un taux à 0,07%. Au pire, vous faites de la délégation d'assurance, c'est-à-dire que vous prenez l'assurance du crédit ailleurs, dans une autre banque, chez un autre courtier. Donc, on aurait des mensualités de 464 €. Et donc, on va regarder si le plus important, comme je vous ai dit, si le loyer permet de payer en fait les mensualités du crédit. Et donc, avec un loyer de 650 € et des mensualités de 464 €, on paye largement les mensualités, plus on a un petit billet d'environ 200 € dans notre poche, tout bénef. Donc là, c'est vraiment ce qu'il faut rechercher. C'est très bien du coup. Alors on va passer à l'étape 6 où je vais rentrer plus dans les détails parce que là on a fait moins 30% sur les revenus pour avoir nos revenus nets, mais en réalité combien réellement on va toucher, il faut aller un peu plus dans les détails et c'est pour ça que je lance mon calculateur. Donc on avait un bien de 80 mètres carrés affiché au prix de 55 000 €. On n'a même pas encore négocié le prix d'achat. Le montant des travaux, j'avais fait une estimation à 32 000 €. Bien sûr, il va falloir la faire confirmer par les artisans. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus important à faire et que la facture s'élève à 50 000 € et que du coup le projet n'est plus rentable. Très important. Les frais bancaires facturés par la banque, essayez vraiment de les négocier à 0 €. Si vous n'y arrivez pas, j'ai pris les frais moyens, environ 500 € par dossier. La valeur du mobilier, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais moi je loue toujours en meublé. Pourquoi? Pour déjà créer une offre clé en main, une offre coup de cœur. En fait, le locataire n'a qu'à venir avec sa valise et il peut s'installer, il y a déjà tout dans cet appartement. Et deuxièmement, c'est pour aussi bénéficier du régime de loueur meublé non professionnel, donc LMNP. Et pour sa partie fiscalité, j'en parlerai juste après. Donc pour meubler 2T2, je pense que 2500 € par T2, ça suffit avec un lit, matelas, dressing, bureau, table à manger, vaisselle. Donc 5000 € la valeur du mobilier. Donc déjà, on a un coût du projet qui est un peu plus élevé que ce qu'on pensait. Au niveau du financement, ça, on va mettre 0 € d'apport et ce sont les mêmes chiffres que dans l'étape 5. Alors, la partie fiscalité, très importante dans l'immobilier et souvent pas très bien comprise, donc je vais réexpliquer comment ça fonctionne. Donc, grâce à vos revenus de salarié ou à cause de vos revenus de salarié, vous êtes dans une tranche d'imposition. Donc, ça va être 14 ou 30%, ce sont les tranches les plus connues, après ça monte à 40 et 50%. Ok, donc ce qu'il faut voir, c'est que chaque euro touché dans l'immobilier sera taxé à cette tranche d'imposition. Sauf qu'il faut rajouter également les prélèvements sociaux, la CSG,
qui est de 17,2%. Donc si vous êtes à un taux de 14%, en fait vous allez être à 14 plus 17,2%, donc 31,2%. Vous avez vu la différence quand même et l'importance des impôts, sachant que c'est sur chaque euro reçu, hein, c'est pas chaque euro dans votre poche. Sur les euros reçus, vous devez payer les charges d'exploitation comme la taxe foncière et rembourser le crédit. Donc ça impacte vraiment de manière très importante votre calcul de rentabilité. Avec le LMNP, donc la location meublée, ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir amortir le prix d'achat du bien sur 30 ans. D'accord ? Vous allez pouvoir aussi amortir le prix des travaux, ça c'est pareil en location nue. Et vous allez pouvoir amortir la valeur du mobilier sur 6 ans. En fait, grâce au LMNP et aux travaux réalisés, c'est aussi pour ça que c'est très important de réaliser des travaux, ça permet de créer un bien avec de la valeur, mais ça permet aussi de créer du déficit. Donc vous allez avoir votre déficit ici et vos revenus de l'autre côté, et année après année, vous allez manger votre déficit pour au final être en positif et payer des impôts. Sauf qu'avec le LMNP, voilà, on rajoute l'amortissement du bien et on rajoute le mobilier. Ce qui veut dire qu'en général, vous ne payez pas d'impôts pendant 5-6 ans sans problème grâce au LMNP. C'est vraiment la meilleure solution pour faire vos premiers investissements et c'est ce que je conseille à tous. Voilà, après ça dépend de beaucoup de choses, hein, la partie fiscalité, ça dépend vraiment de votre situation. Donc je ne peux pas aller beaucoup plus loin dans cette partie-là. Au niveau des recettes locatives, on oublie souvent aussi la vacance locative, donc votre appartement ne sera pas loué toute l'année. Hein, il y aura des creux entre le changement de 2 locataires par exemple. Et donc pour des T2, moi je mets 2 semaines par an. Donc ça correspond à 4% dans mon fichier et mon calculateur. Alors le loyer espéré avec les charges, on espère avoir donc, on a dit, c'est 940 €, hein, je pense. Voilà, 940 €. 470 € par T2. Ok, au niveau des charges, donc si on fait appel à une agence pour gérer ces appartements, on va payer entre 7 et 8% du bien. Ça c'est très important, enfin 7 à 8% du loyer. C'est très important de le prendre en compte. Après, la taxe foncière et les charges de copropriété. Alors malheureusement, on n'a pas d'informations dans cette annonce, donc il va falloir les demander aux propriétaires. C'est très important, ces charges peuvent varier du simple au double d'un appartement à un autre. Hein. On va devoir les estimer, donc la taxe foncière, je vais peut-être mettre 700 €, et les charges de copropriété, je vais laisser à 1000 € par an. C'est la moyenne, hein, j'ai envie de dire. Après, vous pouvez tomber sur des petites copropriétés où les propriétaires gèrent par eux-mêmes en fait la copropriété et du coup il n'y a pas de syndicat et il n'y a pas de syndic et du coup ça coûte beaucoup moins cher. Pour les réparations, il faut toujours prévoir un budget réparation aussi dans vos investissements immobiliers parce que ça va très vite. Hein. Un verrou à changer, un évier aussi ou un lavabo à changer, ça va extrêmement vite. Donc je prends moi un demi-mois de loyer dans mes calculs, donc 470 €. L'assurance propriétaire non occupant, je pense que pour 100 € par T2, on a une bonne assurance, donc ça nous fait 200 €. Les frais d'entrée-sortie facturés par l'agence, alors moi je paye 75 € pour mes colocations, mais vous ça sera sûrement plus. Et je pense que si on se base sur un départ par an, l'agence prendra un demi-mois de loyer, donc à peu près 230 €. Ok. Donc on a nos premiers chiffres juste en dessous, donc le rendement brut et le rendement net.
Mais j'ai envie de dire, on s'en fiche un petit peu. Le plus important, c'est savoir ce qu'il y a dans notre poche, ce qui rentre dans notre poche ou ce qui sort de notre poche. Savoir si on a un cash flow positif ou négatif. Et donc, on arrive au final un cash flow de 129 € par mois. Ok, ça fait quand même 1500 € de revenus supplémentaires par an. Donc, on a un chiffre inférieur à l'étape précédente parce qu'on a pris en compte la valeur du mobilier et on a pris en compte les charges un peu plus réelles, même si on a dû faire des estimations pour les charges de copropriété et la taxe foncière. Cependant, c'est excellent quand même d'avoir un cash flow positif. Faut pas faire les fines bouches. C'est extrêmement rare quand une personne lambda investit d'avoir un cash flow positif parce qu'ils font souvent beaucoup d'erreurs comme emprunter sur une durée plus courte et mettre de l'apport, déjà c'est une grosse erreur. Donc là vous avez mis 0 € de votre poche, vous construisez un patrimoine de 60 000 € et tous les mois vous avez un petit revenu supplémentaire de 130 € environ qui vont s'ajouter à vos revenus de salarié. Donc là, c'est vraiment une bonne affaire. Alors après, on peut toujours viser mieux, on peut toujours avoir des exigences importantes, c'est important d'en avoir d'ailleurs. On pourrait essayer d'obtenir 250 € de cash flow minimum. Et ben, on va faire les calculs pour savoir combien il faudrait acheter pour avoir 250 € de cash flow. Donc la première des choses à faire, ça va être de négocier le prix d'achat. J'ai un petit bug. Comme vous pouvez le voir, j'ai un petit bug qui apparaît sur mon écran. Ok, donc je disais, il faut essayer de faire baisser le prix d'achat. Et c'est pas parce que le prix d'achat est déjà bas qu'on ne peut pas le faire baisser. C'est justement un signe que le vendeur est prêt à faire des efforts et donc à baisser son prix. Donc imaginons qu'on le fasse encore baisser de 10 000 €. Combien on aurait de cash flow? On aurait 183 € de cash flow. On se rapproche petit à petit des 250 €. Je pense qu'après, on peut faire une estimation avec un loyer peut-être un peu plus haut. Par exemple, juste 480 € au lieu de 470 €, ça nous fait déjà 20 € en plus. Donc on va enregistrer avec un loyer 480 €. D'accord. Et après, donc, avec ce loyer, on arrive à un cash flow de 200 €. On se rapproche petit à petit et je pense qu'il va falloir essayer de réduire les charges. Si vraiment vous voulez un cash flow de plus de 250 €, je pense qu'il faut enlever les frais d'agence. Donc, géré par vous-même, pourquoi pas, ça reste des T2 qui sont au même emplacement, qui ne subiront pas trop de dommages et pas trop de changements de locataires. Donc pourquoi pas gérer par vous-même ces biens immobiliers. Voilà, si vous voulez vraiment un cash flow plus important. On va comparer tous ces scénarios. Donc après, évidemment, il y a des charges comme la taxe foncière et les charges de copropriété à confirmer. Peut-être que c'est moins élevé et donc ça améliorera notre cash flow. Peut-être que c'est plus élevé. Pareil pour les travaux. Peut-être que les travaux sont plus élevés que ce que j'ai estimé ou peut-être que c'est moins élevé. Voilà, c'est important de se faire confirmer ces chiffres pour être au plus près de la réalité. Et donc on va comparer les scénarios. Donc on voit qu'on a un cash flow de 130 € dans notre scénario de base. Si on arrive à négocier 10 000 € sur le prix d'achat, on arrive à 183 €. On a déjà gagné près de 50 €, 40 €. Plus si on arrive à augmenter le loyer de 10 € par T2, on arrive à 201 €.
Et si vraiment on ne fait pas appel à une agence, si on enlève ses frais d'agence, eh ben, on arrive à 280 € de cash flow et on aurait atteint notre objectif imaginaire de dépasser les 250 €. Chacun son objectif après dans ses investissements. Moi, je vous encourage forcément à viser le plus de cash flow possible. Donc là, concrètement, vous avez, donc, je le répète, un bien qui va se payer tout seul, vous mettez 0 € d'apport et surtout, vous gagnez de l'argent tous les mois. Donc, ce qui veut dire que vous allez pouvoir multiplier les investissements. Vous allez pouvoir en racheter un et faire la même chose. Et imaginez 150 € x 2, x 3, x 4 appartements. Et bien tout de suite, on arrive à 600, 1000, 1500 € de revenus supplémentaires grâce à l'immobilier. Et c'est comme ça que font les investisseurs qui réussissent et qui multiplient les investissements, c'est en ayant des investissements rentables. Donc si vous êtes dans la ville de Perpignan, je suis content, j'ai pu vous démontrer qu'on peut arriver sans apport à gagner de l'argent avec l'immobilier. Si vous avez d'ailleurs aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi télécharger mon calculateur Excel dans la description de la vidéo et télécharger aussi mon guide dans lequel je donne 7 astuces pour faire la bonne affaire dans l'immobilier. Si vous voulez que je fasse le même type de vidéo pour votre ville, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires également. Moi, je vous dis au revoir et je vous souhaite des très bons investissements à Perpignan, mais aussi partout ailleurs. Allez, salut!